partout, puisqu'on voit que les enfants, les élèves sont sur les réseaux sociaux. Nous visons la formation de quasi 6000 éducateurs en 3 ans. Bon, mais c'est un sentiment très ambivalent. À la fois, on ne peut pas s'empêcher de le regarder, et en même temps, qu'est-ce que c'est bête. Bonjour Sophie Géel. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université Paris 8 et chercheur au Centre d'études sur les médias, les technologies et l'internationalisation. Votre intervention à la conférence sur les cultures numériques et l'éducation aux médias et à l'information à l'École normale supérieure de Lyon, vous développez l'idée selon laquelle les émissions de télé-réalité, je vous cite là, oui, sont radicalement en opposition frontale avec les valeurs de la République. La chercheure que vous êtes, comment dépeint-elle d'abord ce qu'est une télé-réalité ? Oui, vous avez raison, c'est le premier problème. Comment on définit ça ? Ça fait une quinzaine d'années à peu près qu'existe la télé-réalité du type, on va dire, Love Story, Secret Story, Maillon Faible, Koh-Lanta, etc. Et les chercheurs ont quand même, pendant un petit moment, je dirais, c'est pas très élégant, mais je dirais un peu patiné pour arriver à définir la chose et à comprendre les enjeux. Il y a certains chercheurs qui ont considéré, contrairement à la thèse que je défends, que finalement la télé-réalité avait suscité beaucoup de bruit. Je veux dire, en 2002, quand Love Story a été diffusé pour la première fois, ça a été une sorte de séisme quand même. Et puis, donc, les hypothèses des chercheurs sont parties un peu dans tous les sens pour essayer de comprendre quel était ce genre nouveau. Et je crois qu'en fait, ça n'est pas un genre. Donc, d'une part, voilà, il y a des chercheurs qui considèrent que cette télé-réalité a fini par se moraliser parce qu'à la télévision, il y a des annonceurs, donc on ne peut pas avoir des programmes vraiment transgressifs. Or, nous faisons quand même souvent l'expérience que ces programmes peuvent heurter le sens, je dirais même au-delà de la République, le sens moral commun. Et d'autre part, d'autres donc ont dit que c'était en fait suite aux remarques de l'instance de régulation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, que ces émissions avaient pu s'assagir. Et en réalité, je suis plus convaincue par des chercheurs qui défendent l'idée que dans ces émissions de télé-réalité, on a un peu la matrice de l'idéologie néolibérale qui diffuse une compétition à outrance, qui transforme chaque individu en entrepreneur de soi, mais au sens le plus capitaliste du terme. Donc, qu'est-ce qui est le plus commun comme capital ? C'est le corps, et finalement, c'est à travers la mise en valeur ou la dévalorisation aussi du corps et de ses attributs que chaque participant va trouver une place dans ces émissions. Alors, comment est-ce qu'on peut définir la télé-réalité ? Je crois que là-dessus, il y a une sorte de consensus, au moins sur les ingrédients, qui sont pas toujours tous présents dans chaque émission, mais qui définissent donc encore une fois pas vraiment un genre, parce qu'on peut avoir des émissions qui sont des magazines, d'autres qui sont des jeux, d'autres qui ont même été classés par le CNC comme documentaires de création, ce qui pose certains problèmes de définition. Donc je crois que c'est pas un genre, mais l'ingrédient premier, c'est l'idée d'une participation de gens, souvent des gens ordinaires, qui sont pas connus et qui vont accepter, en échange de leur visibilité dans l'émission, qui vont accepter d'être soumis à des expériences. Et ces expériences, ils ne connaissent pas le scénario, ils savent que ça va les mettre à l'épreuve, puisqu'on est très souvent sur des scénarios un peu de survie ou de défis de mise en danger. Et le rôle de ces participants est double. Ils sont à la fois personnages et personnes. C'est-à-dire que pour une part, on est toujours à cheval sur de la semi-fiction, parce que ces personnages vont être caractérisés en fonction de stéréotypes, caricaturés, donc ils ne sont pas vraiment eux-mêmes, et en même temps, ils sont réels. Et donc, on a cet élément-là. Le deuxième élément, c'est le fait que cette télé-réalité, elle est l'occasion d'une mise en scène qui repose sur l'observation, c'est-à-dire sur le fait qu'on observe des personnes qui sont soumises à ces expériences, qui vont avoir des interactions, et donc, en fait, sur un dispositif, et ça a été très perçu très vite,
ensuite de surveillance. De surveillance, on avait l'œil de Love Story, c'est-à-dire l'œil de Big Brother, qui était utilisé de façon même ludique. Le troisième élément, c'est la mise en compétition des participants à travers des défis et des procédures d'élimination qui sont au cœur vraiment de la plupart des émissions. Et le quatrième élément qui est important, c'est la participation du public. Alors à la fois il observe, mais il commente sur les réseaux sociaux. Et le dispositif de la télé-réalité, il est particulièrement adapté justement à la convergence des médias. C'est-à-dire, c'est une des façons, heureusement pas la seule, dont la télévision s'est appropriée aussi les usages numériques. Et donc, elle exploite, les émissions de télévision exploitent la possibilité, le buzz qui va être fait sur les réseaux sociaux. Et voilà, donc ça c'est les quatre éléments sur lesquels je pense qu'on peut dire qu'il y a une sorte de consensus des chercheurs. Et donc les valeurs de la République? Alors les valeurs de la République là-dedans, je pense que ça se voit déjà un petit peu dans la description. Elles sont frontalement en contradiction. Non pas que ces programmes cherchent à les transgresser. Ces programmes sont simplement, on va dire, une des façons aujourd'hui qu'a le capitalisme médiatique, si on peut dire les choses comme ça, de faire une équation coût-profit la plus avantageuse, en fait. Bon. Alors, la question de la liberté. Première valeur, la liberté. La télé-réalité, elle éduque, si on accepte de prendre au sérieux le fait que la télévision est un média de socialisation, et si on prend en compte aussi le fait que ces émissions sont au cœur de la culture médiatique des jeunes, donc sont très regardées, elle éduque au consentement à la surveillance et à la participation à la surveillance. Donc c'est tout à fait le contraire de la liberté, et c'est pas pour rien qu'elle a réussi ce coup de force idéologique de reprendre le symbole même du totalitarisme, l'œil de Big Brother, comme quelque chose de ludique. La liberté, finalement, c'est amusant, on peut y renoncer. Deuxième principe, l'égalité. La télé-réalité, elle repose en fait sur une inégalité. Chaque individu, chaque participant va être assigné à un stéréotype, qui est un stéréotype de sexe, qui est un stéréotype aussi de race, qui est un stéréotype aussi social, et qui construit une hiérarchie sociale tout à fait, simpliste et déterministe, et sur laquelle vont se bâtir justement les destins des différents personnages. Troisième élément fort de la devise, la fraternité. Justement, les émissions de télé-réalité reposent tout à fait à l'inverse du principe de fraternité ou de solidarité. Elles reposent sur la réussite d'un seul qui va utiliser, Zygmunt Bauman le disait dès 2003, c'est la valorisation d'un seul qui va réussir à instrumentaliser à son profit le travail de l'équipe. Et elle repose aussi sur la trahison qui est valorisée, qui est même ritualisée dans le confessionnal, par exemple, qui est un dispositif qui existe dans un certain nombre d'émissions. Alors l'école, que peut-elle faire dans cette situation? Alors voilà, l'école, je pense qu'elle peut faire quelque chose, justement parce que ces dispositifs étant en confrontation assez frontale avec les valeurs qui sont partagées par les jeunes, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas tellement, l'école n'a pas tellement à créer de l'adhésion à ces valeurs, parce que ces valeurs, elles sont déjà partagées par tous les enfants qui vivent en France. Ensuite, ils n'en ont pas toujours la même interprétation. Mais vivant avec ces valeurs, ayant intériorisé tout à fait ces valeurs, ils se trouvent eux-mêmes pris en difficulté, en fait, devant ces émissions. Ils les visionnent, et en même temps, j'ai fait une petite enquête de réception auprès d'une 50aine d'adolescents, on va dire de classe moyenne. Ce qu'ils m'ont dit, c'est que ces émissions étaient nulles. Il n'y en a pas un seul, ou pratiquement pas un seul, qui m'ait dit qu'elles étaient bien. Le seul qui m'ait dit, mais quand même, c'est parce qu'il y a un peu d'humanitaire. Il y a des missions parfois humanitaires. Donc vous voyez que c'est pas parce qu'on est contre les valeurs de la République, mais c'est parce que, justement, la télé-réalité, c'est utiliser des notions ambivalentes et jouer sur le fait que certaines missions vont aider des associations humanitaires. Donc ils sont en difficulté, ils se sentent en contradiction. À la fois, ce sont les seules émissions dans lesquelles des jeunes participent. Donc c'est la seule, je dirais que c'est la représentation majoritaire de la jeunesse aujourd'hui à la télévision. En même temps, leur avis est unanime, c'est que ça ne les représente pas du tout, c'est caricatural, ils ne veulent pas ressembler à ces jeunes adultes-là, et en même temps... Ils sont attirés.
Ils sont attirés parce que ça leur parle de thèmes qui les intéressent et en même temps, c'est les seules représentations. Donc finalement, ça sert quand même aussi de point d'identification, ce qui est problématique. Mais donc ce que je veux dire, c'est que l'école peut agir en tant que lieu. Alors il faut qu'elle accepte de jouer ce rôle-là, hein, ce qui est un gros effort pour les enseignants qui ont l'habitude d'être plutôt du côté de la culture légitime, de favoriser des approches. Moi je pense que le fait, mais depuis longtemps, hein, que le fait de refuser de travailler à l'école sur des éléments de la culture qui est à la fois populaire mais qui est en même temps en contradiction avec, enfin, qui pose des problèmes à la culture, on va dire, européenne, je pense que c'est une façon aussi de perdre de l'efficacité dans le caractère audible du message de l'école. Mais il faut le faire avec précaution. D'abord, il ne s'agit pas de dire qu'on va visionner des heures et des heures de programme, parce que ça, c'est déjà fait à la maison, c'est pas la peine. Donc on travaille sur des séquences courtes. Je crois que c'est de toute façon très important, quelle que soit la nature du programme, mais particulièrement pour cela. Ensuite, il faut tenir compte aussi de l'implication affective des jeunes, c'est-à-dire qu'ils aiment quand même ces programmes, même s'ils les détestent en même temps. Donc il faut tenir compte de cela et donc ne pas, eux, les prendre frontalement en disant « je vais vous montrer que c'est nul », parce que ça, d'abord, c'est méprisant et ensuite inefficace, évidemment. Donc ce qu'on peut faire, voilà, c'est créer des espaces de réflexivité qui doivent être construits. Il ne s'agit pas de lancer des débats comme ça sans préparation, qui doivent être construits, des espaces de réflexivité qui permettent justement à des adolescents, moi je l'ai testé sur des adolescents, je suis sûre qu'on peut le faire aussi plus jeunes, avec des collégiens, en leur donnant justement les mots pour ce questionnement, c'est-à-dire comment on peut caractériser ces personnages. Est-ce que le traitement qui leur est fait leur paraît correct? Est-ce qu'ils aimeraient participer à ces émissions? Qu'est-ce qui les gêne dans le traitement qui est fait des personnes qui participent? S'ils imaginent que, ça c'est ça qui est compliqué à comprendre aussi, c'est que on ne voit de ces émissions que ce qui est produit, monté, découpé, remonté par la production. Donc, arriver à comprendre que ce ne sont pas ces personnes-là ne sont pas aussi bêtes qu'elles en ont l'air, qu'elles n'ont pas su, enfin que les images qui ont été prises d'elles l'ont été évidemment sur la base d'un consentement très très général, mais pas du tout sur un consentement particulier au montage, à la situation, etc. Et que les personnes ont été amenées à dire un certain nombre de choses. Donc ça, il faut les aider à comprendre la situation de production de ces images. Mais ensuite, les aider à travailler sur la nature de la compétition, sur quoi elle repose, qui réussit. Et là, comme ils connaissent beaucoup mieux ces programmes que nous, je veux dire, c'est là où on doit accepter aussi son ignorance. Enfin, pour ma part, ça ne me pose aucun problème. On peut les aider à les guider, mais eux aussi, et on doit le reconnaître, connaissent mieux ces programmes. Et ils vont nous expliquer qu'effectivement, dans cette émission-là, c'est toujours le même type de personnage qui gagne, et ils vont essayer de le caractériser. Et un certain nombre d'entre eux, ça leur permet d'accéder. Alors ensuite, il y a la question de la représentation des femmes dans ces programmes. Il y a la question de la représentation aussi des jeunes d'origine immigrée. Comment la figure du maghrébin ou de la jeune fille d'origine maghrébine, comment est-ce qu'elle est traitée aussi, et quels stéréotypes. Et ça, on peut arriver, enfin je veux dire, c'est des questions qui sont aussi de la représentation des homosexuels, comment est traitée l'homosexualité dans ces émissions, bien souvent, pas toujours, mais voilà. C'est des choses sur lesquelles la question des discriminations est très sensible pour les adolescents, et travailler sur le destin des personnages en fonction de leurs caractéristiques, de leurs stéréotypes, etc., c'est des choses qui leur permettent de mettre à distance le programme et de comprendre que finalement, ces émissions, c'est pas exactement ce qu'ils croyaient. Elles fonctionnent sur des principes qui sont d'abord des principes de compétition, et ça leur permet, voilà, de se mettre un peu en accord, en cohérence avec leurs propres sentiments. Donc mise à distance pour une analyse critique. Voilà, mise à distance, reculée. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous.